Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un type de placement qui a littéralement simplifié la vie de milliers, peut-être même voire de millions d'investisseurs qui soient débutants ou expérimentés. Aujourd'hui on parle des FNB tout en un. Alors un petit truc que je reproche, ça va être un mix de d'habitude dans mes podcasts habituels et les podcasts où je parle par exemple des pays émergents, ce genre de choses-là. Un truc qui me fatigue un petit peu avec les FNB tout en un ou tout type de placement à vrai dire, c'est quand quelqu'un va commenter, va poser une question. J'investis dans VEQT, qui est un des parfaits exemples d'un FNB tout en un, et que là, eh bien, va se faire conseiller par d'autres personnes qui n'ont aucune idée du profil de cette personne-là et de dire ah, tu devrais, oui, investir plutôt dans VGRO ou dans le S&P 500. Donc, les FNB tout en un, est-ce que c'est bien ou pas? Eh bien, ça dépend de votre profil, mais je vous en parle aujourd'hui. On en entend parler de plus en plus. Par exemple, dans le livre de Nicolas Bérubé que je recommande, il parle justement des FNB tout en un. Donc, qu'est-ce que c'est? Alors, ces fonds-là sont conçus pour te donner un portefeuille complet, diversifié, puis partout à travers le monde sur un seul achat. Donc, si j'achète une action de VEQT qui coûte par exemple entre 50 et 100 dollars, dépendamment quand est-ce que vous allez regarder ça, ça pourrait être plus ou moins. Et bien en achetant une seule action, je suis diversifié partout dans le monde. Je vous en parle plus longuement. Avant de plonger dans VEQT, VGRO, les déclinaisons, on va juste reprendre un petit peu à la base, ok? Parce que pour comprendre pourquoi les FNB comme ça sont populaires, ben, il y a des choses à prendre en considération, puis c'est des concepts de base, mais essentiels. On parle d'actions et on parle d'obligations. Alors, les bases, c'est quoi? Une action, c'est une petite part de propriété dans une entreprise. Donc, si j'achète une action de Tesla, je deviens actionnaire de Tesla. Ça ne veut pas dire que je suis administrateur, donc que je peux me présenter devant Elon Musk puis lui dire ah, je pense que tu devrais faire ceci ou cela. Non, c'est juste que je détiens une petite partie des actions. Quand l'entreprise fait des profits, donc je peux profiter parce que le prix de l'action va aller à la hausse. Donc, je peux justement prendre la différence du rendement. Je l'ai payé 100, l'action vaut 110. J'ai une action, je peux prendre un gain, un bénéfice, un profit de 10 dollars. Des fois, la compagnie va verser des dividendes. J'en ai déjà parlé, j'ai un épisode sur les dividendes, de comment ça fonctionne. Là aussi, c'est avantageux parce que je peux récupérer des petites parties mensuellement, trimestriellement, semi-annuellement ou tout simplement annuellement. Alors, il faut faire attention, il y a plusieurs types d'actions. Ça aussi, j'en ai déjà parlé. Il y a des actions de valeur ou des actions de croissance. J'en ai parlé dans l'épisode des dividendes, justement. Une action de valeur, c'est une compagnie comme justement Tesla. Une compagnie de croissance est une compagnie comme justement Tesla qui veut croître, qui veut reprendre tout l'argent qui a investi, que nous, investisseurs, on a mis, reprendre cet argent-là et croître. Alors qu'une compagnie de valeur, comme par exemple les banques, les compagnies, par exemple, ici au Canada, on a du TELUS, ce genre de compagnie-là, Télécom, ils ne sont pas dans un mode croissance absolue, ils sont plus dans un mode valeur de donner le maximum qu'ils ont pour leurs clients. Donc, ces compagnies-là ne vont pas réinvestir tout leur argent que nous, on leur donne en tant qu'investisseurs, mais vont plutôt décider de prendre cet argent-là pour le redistribuer en guise de remerciement à certains investisseurs sous forme de dividendes. Une obligation, ça c'est différent. Là, c'est qu'on prête de l'argent à un gouvernement, à une entreprise, une municipalité, peu importe. Je prends mon argent, je le prête et en échange, eh bien, eux vont me payer un intérêt qui est régulier. Là aussi, ça peut être sous différents types comme mensuel, trimestriel, etc. Alors, une obligation, c'est beaucoup plus stable. Ça rapporte généralement moins que les actions, mais ça crée un revenu, disons, assez stable. Donc, les obligations peuvent être une bonne chose. Est-ce que c'est pour tout le monde? Ça dépend de vous, de votre profil. Personnellement, je n'en ai pas, mais je peux recommander, je peux comprendre que certaines personnes en ont dans leur portefeuille puisque, justement, c'est plus stable. Avant, pour bâtir un portefeuille diversifié, on parle de ça il y a quelques années, et vous allez voir que, par exemple, VEQT, VGRO qu'on va parler, date de 2018-2019, donc ça ne fait pas des dizaines d'années. Et le plus vieux FNB au monde, si vous m'écoutez, vous savez que c'est XIU, qui est un fonds négocié en bourse canadien et qui suit le TSX 60, qui sont les 60 meilleures compagnies au Canada, donc notre indice à nous ici au Canada. Donc je disais,
pour se bâtir un portefeuille à l'époque, hein, sans vouloir offenser personne, fallait choisir nos actions. Fallait choisir qu'est-ce que je vais mettre dans mon portefeuille, ça va être quoi la pondération, est-ce que je choisis 5 actions, 10 actions, 15 actions, 20 actions? On ne le savait pas trop, c'était un peu difficile à faire quand même et en plus, il fallait rééquilibrer régulièrement. Bref, c'était pas très compliqué. Mais là, il y a des Vanguard, des BlackRock, donc qui sont des créateurs de fonds qui se sont lancés dans des fonds tout en un. Donc, un seul fonds qui fait en fait tout ça automatiquement. Donc, vous n'avez plus besoin de choisir je veux X actions. Non, eux, ils font pour vous. Donc, tu n'as pas besoin de gérer 5, 10 actions. Eh bien, ou il y en avait que c'était des fonds sectoriels. Oh, je vais acheter un petit peu de fonds qui suit l'indice bancaire. Je vais acheter un autre fonds qui suit l'indice technologique américain. Un autre fonds qui suit l'indice technologique canadien. Là, non. En une seule action, on achète et voilà, tout est là. D'ailleurs, Vanguard est une déclinaison d'un fonds tout en un, tout comme BlackRock également en un. On a, pour commencer, VEQT. VEQT, donc c'est 100% actions, qu'on va appeler equity. Ensuite, on a VGRO, c'est son petit frère. Là, il y a plus 100% actions, il y a 80% actions et 20% d'obligations. Donc là, c'est growth qu'il appelle, donc croissance. On a ensuite le petit frère qui est VBAL. Alors lui, on est à 60% actions et 40% obligations. Ils vont l'appeler balance, donc balanced. Et ensuite, on a encore le petit frère qui est VCNS, qui là est 60% d'obligations, 40% d'actions. Et enfin, vous l'avez compris, le petit du petit frère qui est VCIP avec 80% d'obligations et 20% d'actions. Et vous allez voir, si vous regardez des graphiques, si vous comparez actions-obligations, c'est quand même sur plusieurs décennies, voire un siècle, eh bien, on s'aperçoit que plus on a d'obligations dans le portefeuille, moins on fait de rendement. Et il compare avec l'indice du S&P 500, par exemple. Donc, si je mets plus d'actions versus plus d'obligations, je vais faire plus de rendement avec mes actions. Donc, sachez-le, on le sait, les obligations, c'est plus pour dire de battre l'inflation, c'est-à-dire de ne pas perdre mon argent qui se fasse gruger par l'inflation. Des obligations ne seront pas pour quelqu'un qui veut aller chercher du gros rendement. Des fois, c'est pour stabiliser son portefeuille. Donc, j'ai atteint X nombre mon objectif était 500 000 $, j'ai mon 500 000 $ de liquidité, je ne veux plus le placer dans des trucs plus volatiles ou croissance, je vais le mettre dans des obligations, ça va croître en même temps au même niveau que l'inflation. Je parlais d'obligations et actions. Exemple très concret. En 2020, quand la Covid a frappé, si vous vous souvenez, VEQT a chuté d'environ 31% en quelques semaines. VGRO a chuté moins. Il a chuté de 26% versus 31%. VCIP, encore moins, a seulement chuté de 16%. Donc, c'est moitié moins que VEQT. Donc, vous voyez que oui, les actions vont faire plus de gains que les obligations. Mais en même temps, quand il y a des crises économiques, quand il y a des chutes de marché, eh bien, les obligations vont vivre moins de volatilité tout simplement. Donc, les baisses et les hausses seront tout simplement moins marquées avec des obligations. Par contre, en 2021, quand les marchés ont repris, VEQT a repris beaucoup plus vite que, par exemple, je vous disais, VGRO ou VBL ou les autres. Donc, vous pouvez quand même constater une bonne différence au niveau du rendement entre les deux. Concrètement, il y a quoi dans les fonds VEQT? Alors, VEQT contient 13 000 compagnies de partout dans le monde. Il y a plus de 40 pays représentés dans VEQT et ce qui est intéressant, c'est que les frais de gestion sont, on va le dire, ridiculement bas. On parle d'environ 0,24%. En comparaison, les frais de gestion habituels, là, c'est environ 2%. Et le frais de gestion le plus populaire du fonds le plus populaire ici au Québec, c'est le fonds Diapason de Desjardins qui est à 2,3%. Et là, vous me dites, OK, 0,24, 0,2 versus 2%, 2,3%. Ça coûte combien finalement réellement là? OK, je comprends les chiffres, mais combien ça coûte? Je fais une petite parenthèse. Comme souvent, les gens ils disent j'ai une hypothèque de 100 000, puis je paye 2% d'intérêt, donc je vais repayer 2 000. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Les pourcentages, c'est un petit peu différent. Alors, si vous mettez 3 000 par année pendant 25 ans, je parle d'un rendement de 8% et je parle comme si vous avez investi dans un fonds normal à 2% versus dans VEQT, VGRO, etc. Vous allez avoir sauvé 68 000 $. Si vous avez mis 3 000,
sur 25 ans. On parle de 68 000 $. Je dis tout le temps la même chose. Des fois, je me fais haïr. C'est pas grave. Si vous êtes en mesure de seulement mettre 3 000 $ par an pendant 25 ans, bah, peut-être que le 68 000 serait mieux dans vos poches que dans les poches de quelqu'un d'autre. Si cette fois-ci, vous dites, moi, je suis capable de mettre 6 500 par année pendant 25 ans, c'est quand même mieux. 6 500, on parle d'un frais que vous allez payer de 123 650 si on investit dans un fonds outre nous. Donc, si vous investissez dans Diapason de Desjardins, Fidelity, peu importe, versus là, je vous parle d'un fonds Vanguard qui s'appelle VEQT, eh bien, si vous mettez 6 500 par année, on parle de 123 650. Tantôt, c'était 68 000, c'est 123 000, parce qu'au lieu de 3 500, on en a mis 6 500. VGRO et VBL contiennent la même base d'actions, puis les autres en dessous, VCIP, VCNS, sauf que là, ben, la même base d'actions est la même, 13 000 entreprises, sauf que là, ils ont rajouté des obligations à une plus grosse pondération. Au niveau géographique, bon, les FNB, tout en un, sont pondérés par capitalisation. En gros, là, c'est que plus le pays économiquement pèse lourd dans le monde, bah, plus il va peser dans le fond. Il y a une petite exception, c'est le Canada. C'est très simple, je vous explique pourquoi après. Là, vous voyez, en 2025, typiquement, VGRO, VEQT, etc. détiennent 45%, c'est les États-Unis. Ensuite, 30%, c'est le Canada. Alors, je vous le dis, c'est plus élevé parce que le poids réel du Canada, c'est environ 3% dans le monde, sauf que vu que VEQT est un fonds canadien, Vanguard a surpondéré le Canada vu que c'est un produit canadien et qu'on veut investir chez nous. Ensuite, on a des pays internationaux comme le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, la Suisse qui pèsent pour 15% du fonds. Et on termine avec les pays émergents, donc la Chine, l'Inde, le Brésil qui pèsent environ 10%. J'ai fait également une autre vidéo sur les pays émergents. Si vous voulez le regarder, c'est dans YouTube, Spotify, etc. Tout est là, ça va sûrement vous apprendre d'autres choses. Dans le top 10 de VEQT et VGRO et les autres, on a Nvidia, Microsoft, Apple, RBC, Shopify, Amazon, TD, Meta. Sauf, là vous me dites, c'est pareil que le S&P 500, puis le TSX, c'est les mêmes compagnies qui sont dans le top 10. C'est vrai. Sauf qu'il y a 13 000 compagnies. Donc la pondération, le poids que pèse par exemple Nvidia, Microsoft, etc., il est moindre que par exemple dans le S&P 500 parce que S&P 500, il y a seulement 500 entreprises. Le TSX 60, il y a seulement 60 compagnies canadiennes. Là, vu qu'il y en a 13 000, eh bien, Nvidia ne peut pas peser pour 8%. Il va peser pour quelques pourcentages vraiment moindres parce qu'il faut de la place pour les 13 000 autres qui vont suivre. Investir dans VEQT, ça reste quand même indirectement de posséder un petit morceau d'Apple, de Microsoft, de Amazon, de Tesla et tout ce que j'ai dit auparavant. Au Canada, nos banques, nos minières, nos pétrolières, eh bien, le TSX est concentré sur ces secteurs-là. Et c'est ce que vous allez retrouver dans VEQT. Donc, l'énergie, les finances, les matériaux. C'est sûr que ce n'est pas la diversification parfaite, mais c'est vraiment l'économie canadienne. En Europe, les fonds européens, vous allez retrouver des géants comme Nestlé, LVMH. Vous avez Unilever aussi qui est... Vous irez taper Unilever si vous voulez, de voir le nombre de business, le nombre d'entreprises qui sont regroupées dans cette compagnie-là, dans ce holding-là. C'est tous des produits qu'on utilise au quotidien. Donc, c'est énorme dans quoi on investit en Europe. Et les pays émergents, bah là, c'est l'Inde qui est en pleine croissance démographique et économique. Et la Chine avec, oui, il y a des défis en Chine, mais on investit quand même un petit 10-15% dans les pays émergents. Donc, un seul fonds, VEQT, VGRO, VBL et les autres déclinaisons, et je possède une part de toutes ces compagnies-là, de toutes les histoires et de tout ce qui peut englober l'économie mondiale. VEQT, depuis sa création, c'était en janvier 2019, donc c'est pour ça que je vous disais, ça fait pas des dizaines et des dizaines d'années, c'est récent quand même, mais depuis 2019, on parle d'un rendement annualisé, donc c'est si on avait pris depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui 2025 divisé par le nombre d'années, donc 6 ans, eh bien on serait à 12,90% par année, donc 13% presque année après année si on faisait une moyenne. Ensuite, le petit frère VGRO, vous allez voir, ça va descendre. VGRO est écrit en 2018, on parle de 8,82.
VBAL qui a plus d'obligations. Là, on n'est plus dans le 12-13%. On est à 6,96%. VCNS qui est le 60-40, donc 60 obligations, 40% actions est à 5%. Et VCIP, le petit frère qui a lui 80% d'obligations et 20% d'actions, est à seulement 3,41. Donc avec 3,41 depuis 2019, eh bien vous avez probablement suivi l'inflation. Il faudrait que je regarde les chiffres de l'inflation annualisée depuis 2019. Eh bien, vous serez à 3,41. Donc, vous n'aurez pas fait un énorme rendement versus VEQT qui est à 12,9%, mais votre argent n'aurait pas forcément perdu beaucoup de valeur parce que, tout comme moi, si vous faites l'épicerie, depuis 2019, les prix ont quand même flambé. Il y a certaines limites. Bon, il y en a qui vont dire qu'il y a trop de Canada. Donc, 25 à 30%, c'est le Canada dans le fond. Comme je disais, il représente seulement 3% mondial. Pour moi, personnellement, ce n'est pas un problème. Le deuxième point négatif qu'on va retrouver avec les FNB, c'est le manque de personnalisation. Par exemple, vous me dites, moi, je ne veux pas investir dans la Chine parce que, je ne sais pas, il y a des défis politiques. Bah, tu n'as pas le choix. Tu investis en VEQT, tu as automatiquement de la Chine. Donc, bah, tu prends le panier de fruits tel quel. Tu vas au marché, tu choisis pas tes pommes, tes fraises, peu importe les autres fruits. Non, il te donne un panier, c'est lui que tu prends. C'est le panier de saison, puis voilà, c'est comme ça. Donc, tu peux pas dire, oui, mais je veux pas de pays émergents. Oui, mais je veux moins de techno. Oui, mais je veux plus de banques. Non, ça marche pas comme ça. Il y a des avantages, par contre. C'est que en une seule action, bah, tu es ultra diversifié. Je possède des milliers, donc 13 000 entreprises et d'obligations en un seul achat. Donc, c'est simple. Je n'ai pas besoin de rééquilibrer. Je n'ai pas besoin de me dire, est-ce que je mettrais plus de pays émergents? Non, c'est fait automatiquement. Les frais sont super bas. 0,24, c'est une aubaine. C'est quasiment rien. Donc, on garde plus de rendement dans nos poches et le rendement qu'on n'a pas payé ailleurs, bah, ce rendement-là, il est réinvesti, qui nous crée d'autres rendements. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est pour tous les profils parce que vous voyez, quelqu'un qui est un peu plus bold, qui est un peu plus audacieux, bah, VEQT 100% action, c'est bien. Puis quelqu'un qui est plus prudent pourrait aller dans VBAL par exemple ou VGRO si avec un peu plus d'actions et un peu moins d'obligations. Donc, vous choisissez un petit peu ce que vous voulez. Bon, les FNB tout en un comme VEQT, c'est quand même une révolution pour les investisseurs. Je pense que ça permet pour quelqu'un qui ne veut pas se casser la tête dans un seul achat d'avoir un portefeuille complet, diversifié et pas cher, on s'entend. Encore une fois, ce n'est pas une recommandation d'achat, c'est juste l'éducation financière, c'est d'avant d'investir, de comprendre les outils. Je pense que c'est déjà un pas de géant vers une meilleure gestion des finances. Et n'oubliez pas, quand je vous parle de ces 13 000 compagnies là, dans le monde entier, c'est pas juste le S&P 500 américain, c'est pas juste le Nasdaq qui est technologique ou le TSX 60. Non, c'est beaucoup plus large. Donc, c'est un peu pour ça que moi, personnellement, je n'aime pas les tout en un parce que pour moi, c'est comme shooter au bazooka. C'est oui, je vais toucher à tout le marché mondial d'un seul coup. Par contre, c'est extrêmement large et c'est donc beaucoup moins précis. Donc, on ne parle pas d'investir sur un secteur en particulier ou une région en particulier. On mise sur la planète entière. Par exemple, sur les 13 000 compagnies, eh bien, il y en a 3 000 et quelques aux États-Unis. À peu près, peut-être un petit peu plus. Donc, on ne vise pas là les meilleures compagnies américaines comme le S&P 500. Non, on vise toutes les compagnies américaines. Même chose pour le TSX canadien ou le Canada dans VEQT, VGRO. On ne parle pas juste des meilleures entreprises au Canada, on parle de toutes les entreprises au Canada. Donc, automatiquement, vu qu'on va être extrêmement dilué, le rendement peut être un peu moindre parce qu'on va être moins concentré. Donc, à bon entendeur, si vous avez des questions, je suis preneur. Je peux y répondre dans mes différents podcasts. Je fais des Q&A sur mon Instagram aussi. N'oubliez pas, j'ai également des consultations privées, donc une demi-heure ou une heure avec moi. On peut parler de ce que vous voulez, regarder votre portefeuille, analyser des fonds, analyser des actions, parler de finances personnelles, parler d'entrepreneuriat. Il y a des gens qui ont besoin peut-être d'un petit coup de pouce. Il y en a juste qui ont besoin d'être rassurés sur leur portefeuille. Il y en a qui veulent tout simplement un accompagnement de A à Z. Ça aussi, j'en offre, il n'y a pas de problème. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et sur ce, je vous souhaite une agréable journée et bon investissement. À bientôt.